En 40 ans, le paysage chrétien a beaucoup changé. Les luthéro-réformés ne représentent plus que 1% de la population chrétienne totale. Les fidèles qui se déclarent évangéliques sont au même niveau. Le dynamisme de la mouvance protestante est donc de leur côté. Les départements où l'on trouve le plus d'églises évangéliques sont les plus peuplés. Les Bouches-du-Rhône, le Nord, le Rhône, Paris et la Seine-Saint-Denis. Des zones très urbaines qui concentrent une bonne part de la population française. Des territoires très différents des bastions historiques du protestantisme, comme l'Alsace, les Cévennes ou le Sud-Ouest. Alors en France, le protestantisme avait beaucoup été affecté par les vicissitudes de son histoire, qui faisait qu'historiquement il avait un certain nombre de bastions. Avec l'exode agricole et rural, tout ça s'est un peu modifié. Il reste des zones de force, mais le protestantisme maintenant est un phénomène urbain. Et donc de ce point de vue-là, on le trouve dans les grandes villes, Paris évidemment, mais aussi d'autres grandes villes. Et le protestantisme luthéro-réformé rural est devenu moins important, sauf peut-être en France de l'Est, où il garde une composante rurale plus importante. En revanche, évidemment, le protestantisme évangélique, lui, se développe sur d'autres bases. Il est beaucoup lié au mouvement migratoire et donc il est lié aussi à une origine populaire. Donc il s'implante très largement dans les banlieues des grandes villes et dans les banlieues populaires des grandes villes. Donc on a effectivement, de ce point de vue-là, des zones de recouvrement qui sont bien distinctes. En fait, on les trouve un peu partout. On les trouve, pour ce qui concerne Paris, dans Paris même, et en particulier dans les départements du Nord, le 18e, 19e, 20e, qui sont souvent des lieux de premier accueil pour les migrants, et en particulier les migrants d'origine africaine, qui constituent, avec les Antillais, une des bases des églises évangéliques parisiennes. Alors, on les retrouve aussi en banlieue, et en particulier dans le département de Seine-Saint-Denis et au sud du département du Val d'Oise, autour de Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Villiers-le-Bel. Les églises évangéliques pentecôtistes profitent des réseaux informels et des réseaux aussi invisibles qui sont liés à l'utilisation massive d'Internet et des différents sites, bien sûr. Et il y a même des églises invisibles qui passent uniquement par Internet. Donc on peut suivre l'office via son ordinateur, sans se déplacer. Ça se développe de plus en plus aussi. Donc il y a une grande difficulté à saisir l'ampleur des fidèles pentecôtistes, parce que chacun peut de chez soi se dire fidèle sans le proclamer publiquement à tout le monde. Et les recensements sont quasiment impossibles là-dessus. Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas des gens, restez là, vous, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, baptisés du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, entre ancienne et nouvelle terre protestante, assiste-t-on à l'émergence de deux mondes protestants? Les quartiers populaires sont-ils des terres de mission? En 2009, Daniel Liechti, missiologue du CNEF, fixait que l'implantation en France de plusieurs milliers d'églises nouvelles devait être perçue comme un objectif d'évangélisation de premier ordre. Une ambition expansionniste qui se matérialise par le projet 1 pour 10 000, qui signifie une église pour 10 000 habitants. C'est une méthode globale qui apporte formation, outils juridiques et aide à la recherche de financement à ceux qui veulent édifier leur église au sein du CNEF. On les appelle alors des implanteurs. Damien Ouari est implanteur dans le Val d'Oise, à Cormeilles en Parisis, une commune plutôt aisée. Le choix déjà, c'est où est-ce qu'il n'y a pas d'église. Où est-ce qu'il n'y a pas d'église? Alors déjà, ça c'est un des choix importants. On a eu la chance, effectivement, avec les statistiques qui ont été faites par différents sociologues ces dernières années, de pouvoir cibler vraiment et voir où il n'y a pas d'église. Non seulement où il n'y a pas d'église, mais des statistiques un peu plus précises. On parle de taux de pénétration, c'est-à-dire où est-ce que les églises grandissent, ou petit à petit il y a plus d'églises ou moins d'églises. Donc voir un peu... toutes ces statistiques peuvent être un premier abord pour savoir où est-ce qu'on peut et où est-ce qu'on doit implanter. Pas juste parce qu'il y a déjà beaucoup de monde ici, donc on fait ici. Mais là, c'est beaucoup plus dans une démarche intentionnelle de dire on veut aller là où il n'y a pas d'église, là où les gens, en fait, n'ont pas l'occasion d'entendre le message de la bonne nouvelle. Et dire on aimerait que ce message-là puisse être entendu par cette population. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on comprend la population, on essaie de comprendre qui ils sont, etc. Et on peut ensuite, dans un deuxième temps,
leur parler du message qu'on a à cœur. Et l'idée, c'est de voir comment on peut apporter notre message, le message de l'Évangile, qui est intemporel, dans une culture bien donnée. Alors la culture, il n'y a pas une culture, il me semble, à Paris. Il y a autant de cultures pratiquement qu'il y a de gens, mais quand même, on peut reconnaître des cultures ou des sous-cultures, du moins, suivant une ville, suivant même des quartiers, etc. Et l'idée, c'est ces populations, de viser des populations avec une culture particulière. C'est un petit peu utopiste de dire que l'Église va s'adresser à tout le monde de la même manière, suivant les cultures. En réalité, le CNEF ne vise pas que des territoires dépourvus d'églises. L'Union pousse aussi à créer des assemblées dans des zones où il y en a déjà, en faveur de nouvelles populations qui se trouvent dans les segments sociologiques peu ou pas touchés par l'Évangile, c'est-à-dire qu'elles cherchent à toucher des non-chrétiens. Comme les églises luthéro-réformées, ces églises ont un ancrage local. Leur implantation est calquée sur le modèle catholique, un quartier, une église, mais d'autres ne suivent pas ce schéma. Alors les églises plutôt issues de l'immigration, elles ont plutôt culturellement, elles ne sont pas rattachées à ce lieu-là, par exemple Cormeilles-en-Parisis, elles sont rattachées à une culture par exemple congolaise, ma femme est congolaise, à une culture congolaise par exemple, et là alors que ce soit à Paris, à Marseille ou à Nantes, ce sera cette culture congolaise qui ne sera pas délibérément attachée à un territoire. Nous sommes dans le nord de Paris, presque 93 en fait ici. Les gens viennent de Versailles, du fin fond du 95, il y a des Parisiens. C'est assez élargi. Hein. Il y a autant de gens en dehors de Paris, même Grande Couronne. Moi-même, j'habite à 60 km d'ici. Donc je suis déjà presque dans le département 60. Le 93, en tout cas ce que j'en perçois ici à Aubervilliers, est un lieu, est un département, j'allais dire, très religieux, mais vraiment. Et il y a comme un espèce de grand écart entre une certaine conception de la laïcité où on ne veut pas du tout voir le religieux, et puis cette présence du religieux qui est partout. Dans cette ville d'Aubervilliers, où il y a à peu près, je crois que c'est 85 000 habitants, il y a beaucoup d'églises ou d'assemblées religieuses, qu'on pourrait qualifier d'évangéliques, qui se constituent, qui sont parfois aussi des assemblées communautaires, une église haïtienne, une église issue de Côte d'Ivoire, une église, voilà. Donc, et toutes ces églises, je ne suis pas certain qu'elles se connaissent, qu'elles se rencontrent. Donc voilà. Nous ici, on essaye d'avoir des liens et c'est pas toujours facile. Si les églises évangéliques se sont multipliées, depuis sa création dans les années 50, le foyer protestant d'Aubervilliers a lui perdu des fidèles. La composition de son assemblée a aussi changé. C'était des familles ouvrières modestes qui, si j'ai bien compris, étaient des familles européennes. Et puis Aubervilliers a beaucoup évolué parce que les industries ont quitté la ville pour aller plus loin en banlieue. Et ces familles-là aussi ont évolué. Et progressivement, la communauté s'est transformée. Aujourd'hui, c'est une communauté qui est à grande majorité d'origine africaine. Voilà. Donc les familles ouvrières européennes, les gens sont partis à la retraite, les enfants ont fait des études et sont allés ailleurs. De temps en temps, il en revient quelques-uns qui viennent voir comment c'était dans leur, comment a évolué le lieu de leur enfance. Voilà. Donc c'est aussi l'évolution de la ville. Voilà. C'est une ville. Aubervilliers, c'est une ville, c'est un point d'entrée pour tous les migrants, depuis très longtemps, depuis 1870 à peu près. On situe dans l'histoire de la ville, c'est à peu près ce qu'on a en tête. Et depuis toujours, toutes les populations migrantes viennent à Aubervilliers parce que c'est un lieu où c'était un lieu où il y avait du travail, des industries, des petits boulots, des petits emplois. Les assemblées de ces églises reflètent la réalité démographique des banlieues parisiennes et des grandes villes de France. Elles révèlent aussi les fractures socio-économiques et spatiales de notre société. Ils sont fondamentalement issus de milieux beaucoup plus populaires que le protestantisme luthéro-réformé, même s'il y a toujours une diversité. Le point n'est pas le même. Il y a une plus grande jeunesse aussi de ce protestantisme évangélique. Donc tout ça lui donne des caractères effectivement particuliers du simple point de vue déjà de ces structures sociodémographiques, pour ne pas parler du reste. On a constaté que les évangéliques augmentent en Seine-Saint-Denis comme dans toute la France.
pratiquement, aujourd'hui, on considère qu'il y a plus de 30-40% de protestants, entre guillemets, qui sont évangéliques en Seine-Saint-Denis. Et les communautés camerounaises, congolaises, de RDC ou nigérianes, côte ivoirienne et autres, y trouvent souvent leur compte parce qu'on a là des lieux d'accueil, de solidarité, de convivialité qui plaisent aux migrants, et pas seulement aux migrants, mais quand même beaucoup aux migrants qui sont implantés assez récemment en région parisienne. Église de maison, aide administrative, intercession. Sur ces nouveaux territoires protestants, les pratiques religieuses se renouvellent. En 2017, un sondage Ipsos pour Réforme soulignait que 53% des protestants se désignant chrétiens évangéliques pratiquaient régulièrement, contre 24% pour l'ensemble des protestants. Il n'a jamais dit aux hommes « Je suis en cogestion avec vous sur ma connaissance ». Ce besoin vient de notre rencontre avec Dieu, bien sûr, et cette nécessité de communion fraternelle, d'être ensemble, d'apprendre la parole de Dieu, de prier les uns pour les autres, de se soutenir. Ce besoin, il se crée naturellement par notre foi, le lien de notre foi en fait. La foi, ça veut dire des choses, ça veut dire que ça se décline dans les vies de chacun. On s'aime les uns les autres et quand quelqu'un souffre, on prie pour lui. Quand quelqu'un a besoin de réponses, on essaie de lui donner. Et ça nécessite, comme une famille, de se voir le plus possible pour s'exhorter, s'épauler, prier ensemble, travailler les Écritures aussi. Les besoins même d'un point de vue, j'allais dire cultuel, ont changé. Ici, c'est une communauté, par exemple, qui exprime sa foi beaucoup par le chant. Il y a besoin de chanter beaucoup, parce que c'est un mode d'expression qui correspond à la communauté d'aujourd'hui. À Aubervilliers, il y a beaucoup de personnes sans papier. Dans cette communauté, il y en a aussi. Et c'est pas forcément évident de savoir ce qu'on peut faire, parce que d'abord, c'est des personnes très discrètes qui n'aiment pas dire qu'elles sont dans cette situation. Mais au bout d'un certain temps, quand on se rend compte de ce qu'elles vivent, on essaye de trouver des solutions pour les aider assez modestement, dans des besoins de logement, de trouver des revenus. C'est des situations très compliquées. Donc là, il y a un lien social qui se crée, oui. Les valeurs et opinions politiques de ces nouveaux protestants marquent aussi une différence. Probablement le plus important par rapport au lien avec la société, avec les quartiers, c'est cette composante beaucoup plus conservatrice en matière de mœurs et en matière politique, parce que ça va avec, que la composante luthéro-réformée. Je pense que c'est là qu'on trouve un point de différenciation tout à fait important. On a parfois majoré le progressisme, notamment en matière de mœurs, de la composante luthéro-réformée, en confondant un peu les positions des églises luthéro-réformées et les positions des protestants en tant que tels. Bon, mais néanmoins, le protestantisme évangélique est beaucoup plus conservateur que ne l'ont été les luthéro-réformés depuis bien longtemps. Les évolutions du protestantisme résultent du changement de profil des fidèles, de leur manière de pratiquer et de penser leur foi différemment, davantage qu'à une réelle volonté de faire des quartiers populaires des territoires évangéliques. C'est donc tout un pan de la population, autrefois délaissée par les églises historiques, qui se retrouve dans ces nouvelles églises. Les églises luthéro-réformées sont aujourd'hui interrogées dans leur rapport à la modernité.